Bienvenue sur le plateau de la rubrique Ça se discute. Merci d'être avec nous. Il y a deux sujets au plateau ce jour. Agriculture, le FNDA subventionne 37 projets pour plusieurs millions. Et puis la pré-rentrée 2022-2023, les portes des écoles ouvertes. Pour parler de ces deux sujets, je suis avec Delphin Gangana, il est assureur et puis analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir Plateau, bonsoir à toutes et à tous. Innocent Godonou, bonsoir journaliste. Bonsoir Derek, bonsoir à tout le plateau et bonsoir à toutes et à tous. Didier Kouenou, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derek et bonsoir à tous ceux-là qui sont devant le poste pour nous suivre. 37 initiatives agricoles à caractère privé viennent d'être appuyées par le Fonds national de développement agricole FNDA. Les conventions ont été signées vendredi dernier en présence des ministres en charge de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises. Il s'agit de 19 petites et moyennes entreprises agricoles et de 18 organisations professionnelles. Elles ont été 2022 après l'appel à projet au niveau des guichets E2 du FNDA. Delphin Gangana, vous avez lu l'État qui vient subventionner des privés, donc l'agriculture pourra mieux avancer. Oui, l'agriculture pourra mieux avancer. Je pense qu'un ancien chanteur avait dit dans ce pays que si tu te réveilles le matin et que tu as du maïs, du haricot, de l'huile, c'est-à-dire des trucs élémentaires, c'est que le reste peut venir. Parce que si le ventre est rassasié, tout le reste peut venir. Et que la seule chose qui peut sauver l'Afrique, sauver le Bénin, que c'est l'agriculture. Donc c'est quand même quelque chose de très louable que le gouvernement, c'est vrai que ça n'a pas commencé par maintenant, hein, ça avait déjà commencé, mais il faut que cela soit pérennisé, ça s'accentue, histoire de permettre au pays de s'autosuffire. Parce que je l'avais dit, nous l'avons dit plusieurs fois déjà sur ce plateau, parce que si un seul pays arrive à être le grenier du monde entier, mais comment se fait-il que nous ne pouvons pas nous autosuffire nous-mêmes déjà ici par rapport à ce que nous allons manger. Donc c'est bien que cela soit, mais je me dis, il faut qu'on surveille, il faut qu'on accompagne, que cela ne soit pas un peu comme... On avait assisté à une initiative ici où on avait accompagné les jeunes pour des projets donnés, mais finalement, ça n'a pas trop prospéré. Je pense que oui, ce sont les échecs qui permettent la réussite. C'est sûr que les gens se sont inspirés de ces difficultés pour améliorer les choses. Donc, je pense que les 37 ou les 39... Oui, les 37, c'est sûr, il y aura un suivi rigoureux, histoire de pouvoir dire oui, on a commencé, on est arrivé et ça a donné l'impact voulu. C'est vrai que moi, ce n'est pas le nom qui m'importe, mais c'est l'idée, c'est l'initiative et c'est la pérennisation de ça. Parce que même si c'est un seul et qui arrive à évoluer et à donner de bons exemples, c'est sûr que si l'État le fait, les privés vont s'y investir aussi. Et donc, du coup, je pense que tout doucement, on va arriver à l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée et qui fera le bonheur de nous tous, parce qu'en fond, on dit à globe c'est de valia, que celui qui est rassasié ne peut pas s'empêcher de s'offrir d'autres choses agréables. Donc, je pense que c'est une bonne initiative et qu'il faut accompagner, qu'il faut veiller à ce que cela soit bien fait. Innocent. C'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est vrai, à l'avènement de la rupture, l'objectif du gouvernement était de relancer l'agriculture. Et comme vous savez, l'agriculture est l'un des grands poumons ou des grands piliers de l'économie. La force ou bien l'un des atouts de l'économie béninoise repose forcément sur les ressources agricoles. Cette initiative du Fonds national de développement agricole vient soutenir non seulement le partenariat public-privé, et il a été constaté aussi de par le passé que le privé était un peu oublié à travers la politique agricole, à travers les subventions que l'État alloue aux organisations. Et donc cela vient à point nommé. Maintenant, c'est la gestion de ces fonds-là qui constitue une préoccupation personnelle, parce qu'il est constaté même que des ingénieurs agricoles ne disposant même plus de fermes et qui deviennent des bureaucrates, alors que le travail d'un ingénieur agricole, c'est forcément dans la ferme
Et une bonne gestion de ces ressources-là, financières, pourra relancer l'économie. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin, et comme Delphin le dit très bien, nous avons besoin de l'autosuffisance alimentaire parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une pénurie de certaines denrées alimentaires sur le marché béninois. Et je pense qu'avec cette subvention de l'État aux partenaires, aux organisations partenaires, aux 37 projets porteurs de développement, je pense que tout pourra bien se relancer. Et sur le marché, on verra du maïs à bon prix, on verra du riz à bon prix, mais surtout que le gouvernement aussi doit forcément mettre les garde-fous. Parce qu'on ne peut pas injecter cette bagatelle de somme dans, dans la dynamisation en fait, des activités agricoles pour qu'à la fin des récoltes, à la fin des moissons, que ces produits-là se retrouvent hors de notre pays, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, et c'est ce qui accentue cette pénurie-là sur le marché. Nous produisons ici, mais nous ne les consommons pas localement. Nous préférons les vendre à l'extérieur pour des sources de devises, ce qui crée forcément un manque, une pénurie de ces produits-là. Donc, il faut que le gouvernement aussi, qui a déjà à cœur de pouvoir sécuriser la production agricole, puisse aussi suivre davantage de très près ces producteurs-là qui, de part et d'autre, d'une manière ou d'une autre, qui ne respectent pas en fait les règles en vigueur. Didier, en laissant l'autosuffisance alimentaire de côté, ces projets contribuent également à la création de 353 emplois directs et toucheront plus de 3500 fournisseurs. Oui, la création d'emplois, je crois que c'est ce qu'on peut quand même retenir de ces projets-là, parce que depuis l'arrivée du gouvernement, sinon de la rupture, je crois que le procès qui lui est fait souvent, c'est la non-création d'emplois. Et donc, si par le biais de ces projets-là, la rupture peut déjà permettre aux jeunes de notre pays de pouvoir s'en sortir, je crois que c'est le premier point positif qu'on peut prendre dans ce projet-là. L'autre chose, c'est environ 850 millions, je crois, hein, Oui, environ 845 millions. précisément millions décaissés, donc un peu moins d'1 milliard qui sont mis à la disposition de ces 37 projets-là. Pour moi, personnellement, c'est un effort que le gouvernement fait, mais ma crainte beaucoup plus est liée à la gestion de cette somme-là. Parce que par le passé, on a connu des gouvernements, surtout le gouvernement de fin, qui a mis plusieurs millions à la disposition de certains projets. Et ceux-là qui sont les bénéficiaires de ces projets-là, nous savons comment ils ont fait. Parce que des gens ont bénéficié d'une dizaine de millions pour pouvoir réaliser un projet sur lequel il a tout le temps réfléchi, présenté pour pouvoir gagner la confiance. Mais une fois qu'on a mis la somme à leur disposition, ils sont allés sur les parcs pour prendre des véhicules, ils ont changé de local et par la suite, patatras, on n'a plus de suite. Si la jeunesse doit toujours continuer, si les bénéficiaires doivent encore faire cela, ça veut dire qu'ils vont porter un coup à l'effort qui est en train de faire, qui se fait actuellement dans l'agriculture. L'agriculture, nous a-t-on dit, est la base de notre développement. Si c'est le cas et que des projets comme ça sont initiés, et on a trouvé encore des personnes qui peuvent le faire pour pouvoir, et on a mis les fonds à leur disposition, on dit un homme, une mission, les moyens. Je crois que tout ce qui reste, c'est que ces projets-là puissent prendre corps et que ceux-là, près de 350 personnes, vous l'avez dit, qui sont des emplois directs, puissent également en jouir pleinement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est chaud dans le pays. Et lorsque vous avez la chance d'être employé quelque part et vous disposez d'un salaire, je crois que vous devez batailler dur. Vous devez vous battre pour montrer réellement que si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Moi, je vais demander tout simplement à ce que qui est suivi et qui a le compte rendu. Parce que lorsque l'État met une telle somme à votre disposition, qui est par reddition de compte, ce n'est pas évident que le résultat escompté qu'on puisse avoir droit à cela. Sinon, dans l'ensemble, c'est quelque chose qu'il faut encourager, mais il ne faut pas rester aussi les yeux fermés parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Delphin, les craintes de Didier sont bel et bien fondées parce que vous parliez déjà
de ces craintes-là au début. Oui, je parlais déjà de ces craintes, mais il y a deux ou trois choses que je vais relever dans ce que Didier a dit. Oui, la création de l'emploi, non, ce n'est pas seulement maintenant que le gouvernement s'est investi dans la création de l'emploi, parce que tout ce que le gouvernement faisait depuis la construction de combien de marchés, ce sont des Béninois qui travaillent dans ça. C'est la création de l'asphaltage, quoi, ce sont des Béninois, c'est aussi de l'emploi. Les stades qui sont en construction, c'est de l'emploi. On parle de Glodibé, c'est aussi de l'emploi. Donc, ce n'est pas maintenant que le gouvernement a commencé par s'investir. Le dit, non. Donc, depuis très longtemps, il y en avait. L'autre chose est quoi? Oui, en tout cas, je parlais tout à l'heure des craintes, mais il y a un aspect qui vient de soulever, mais qui a considérablement changé parce que on dit le poisson pourrit par la tête. N'oubliez pas qu'avant, un jeune qui fait un projet de 10 millions, pour qu'on lui donne les 10 millions, il y a près de 5 intermédiaires. Ouais. Où la finalité, sur les 10 millions, c'est 2 millions que lui-même prend pour l'exécution de son projet. Ce qui fait que l'argent ne se fait même pas pour exécuter le projet. Et quand il prend, c'est peut-être dilapidé. Ou ça veut dire que quoi? Que les gens... il y a tellement trop de zones de coulage ou de mouillage, donc du coup, l'argent n'arrive réellement plus à la destination. Même les sous qu'on prêtait avant aux dames, aux femmes, on fait l'association, quelqu'un prend les sous et ne distribue même pas aux femmes, ou on prend les sous pour des thèmes de campagne, ce qui fait que la dame qui prend l'argent, pour elle, c'est comme si on lui a donné de l'argent de campagne. Donc, les gens ne se disent pas dans l'obligation de payer. Mais vous avez vu, ça a changé. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous recevez directement les sous sur votre téléphone et que vous payez par le téléphone. Ce qui fait que le suivi, ce n'est plus un peu comme un suivi biaisé qu'on avait avant. Mais ça a considérablement changé simplement parce qu'on a pris, par exemple, sur les échecs, les anciens échecs, histoire de perfectionner ça. Ce qui veut dire que oui, c'est sûr que des choses changent, mais n'empêche, c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on cherche les solutions, voilà, d'autres cherchent encore des moyens de contournement. Exactement. Donc du coup, oui, c'est vrai que ceci sera suivi parce que peut-être que ce n'est pas la banque et il faut décaisser selon le projet présenté. C'est ça. Il doit y avoir quand même un suivi sérieux dans ça parce que l'échec de ça fera aussi l'échec du projet, l'échec du gouvernement. Et je pense que ce gouvernement ne fait pas les choses à moitié, ce qui fait que moi je me dis, oui, il y a une crainte. La crainte pour moi c'est quoi? C'est-à-dire, dès que, un peu comme ce que Innocent a dit, quand on va faire la production, il faut que cela soit vraiment suivi de sorte à ce que si c'est une portion qui sera destinée à l'exportation, il faut que cela soit défini parce que nous ne sommes pas en vase clos, nous ne sommes pas dans un monde fermé. Nous avons besoin du voisin, le voisin a besoin de nous. Donc si vous produisez seulement chez vous et que vous consommez tout, ici oui c'est vrai, mais vous avez aussi besoin puisque vous ne pouvez pas tout produire. Donc du coup, on a besoin quand même d'envoyer un tout petit peu à l'extérieur pour avoir aussi des devises parce que si vous ne changez pas avec les autres, c'est que si vous restez en autarcie, c'est que vous allez penser que vous faites quand même quelque chose de bon, mais vous ne faites rien de bon. Donc, du coup, c'est pour ça que moi je dis, l'objectif pour moi, ce n'est pas que, ou maintenant, ce n'est pas, c'est qu'il ne faut pas que cela soit juste une seule fois que ça termine, mais il faut que cela se multiplie de sorte à permettre à ce que la quantité soit vraiment suffisante, à ce que nous soyons quand même capables de pouvoir consommer et d'en exporter, histoire de recueillir quand même des devises par rapport à ça. Didier? Oui, je crois que Delphin quand même est en train de revenir sur ce que Innocent avait dit. C'est vrai, ça m'avait échappé, mais vous savez, en matière de production, lorsque vous produisez et qu'on vous donne la possibilité d'exporter, vous le ferez. Cette possibilité d'exportation dont je parle, c'est quoi? Je suis agriculteur, j'ai mon champ, enfin 2, 3, 4, peut-être même 10 hectares où j'ai fini ma production. Mais vous savez que l'État attend parfois que je finisse avant d'acheter. Dans le même temps, un Quidam qui peut-être n'est pas forcément dans ce pays, mais qui est au Burkina, au Niger ou au Nigeria, mais par le biais d'un autre Béninois, est rentré en contact avec moi. Il sait que je dispose de 16 hectares où je vais produire de l'arachide ou du maïs. Il n'attend pas que je finisse ma production. C'est-à-dire, avant même que je ne mette les graines sous terre, il me paie à moitié la production. Et tu subventionnes. De telle enseigne que je suis là,
où je me dis, je vais produire environ 16 tonnes de maïs cette année. Et je lui dis, à peu près le minimum que je produis, c'est 16 tonnes. Il me dit, bon, si c'est ça, moi je considère que cette année, la production sera bonne jusqu'à 20. À 20 tonnes. Donc, je te paie 10 tonnes express, 3 mois après, je te paie. De telle enseigne que, avant même que les produits ne sortent de terre, l'agriculteur, par le biais de cette personne, a déjà reçu plus de la moitié de la somme. Dans ces conditions, ce sera difficile à l'État de contrôler l'exportation. Et avec ces subventions-là, maintenant, le problème devrait être réglé. Justement, mais vous savez, la subvention que l'État apporte par le biais du projet de FND n'est pas parfois à la hauteur de ce que nous disons ici. Quel producteur veut produire et vendre à 500 pendant que quelqu'un d'autre lui propose 1000 francs? C'est là toute la question. Parce que, je vous dis, le monsieur ne veut pas attendre. L'État travaille la FTN, ils attendent la pollution, le tournage, etc. Mais l'autre, il va à la base, il prend le risque, il perd l'avance. Si la récolte est bonne, plus que ce qu'il a payé, ça fait ses affaires. Si c'est moins, ça fait ses risques. Néanmoins, il a pris quand même le risque. C'est là qu'il faut travailler la conscience des agriculteurs pour pouvoir leur montrer l'importance qu'ils auront à vendre les produits à l'interne pour permettre à la population donc de faire preuve de patriotisme. Pourquoi pas de lutter contre l'autosuffisance telle qu'on nous a dit. Puisque si on ne le fait pas, ce sera vraiment difficile de maîtriser un peu l'exploitation. Vous comprenez ce que oui, je partage forcément l'avis, mais par rapport à l'opinion des fins qui parlaient plutôt de subvention, c'est l'État qui subventionne. L'autre, lui, prépaye. Il fait un prépaiement de cela compte tenu de ses intérêts au fait, économiques. Mais ça crée un manque à gagner, non seulement à l'État, mais aussi la production locale n'est pas nourrie. Au fait, la population locale n'est pas nourrie. L'objectif, l'État ne peut pas investir plus de 845 millions dans les projets visant à booster la production agricole et qu'à la fin, quand vous parlez de manioc, c'est une culture vivrière. On connaît, il y a des cultures d'exportation comme le coton, la noix d'anacarde. On sait qu'il y a des filières agricoles qui existent et l'État planifie tout ça, l'État règle tout ça là. Mais en ce qui concerne les cultures vivrières, ce sont des cultures de subsistance. Et ces cultures-là doivent forcément être consommées par la population locale. Il faut que la population locale soit complètement satisfaite justement avant de pouvoir penser, parce que c'est l'objectif au fait. Si vous prenez par exemple le blé que l'Ukraine et puis la Russie exploitent, c'est parce qu'ils ont déjà exploité à foison et la population s'en sert aisément, qu'ils prennent maintenant, ils trouvent des débouchés pour aller déverser ces marchés-là. Mais vous ne me demandez pas, par exemple, à un Russe de vendre le blé si, entre-temps, sur le marché russe, le blé est en pénurie. Ce n'est pas évident. Donc, il y a des cultures d'exportation, il y a aussi des cultures de subsistance et l'État n'a pas investi cette bagatelle-là de somme-là pour pouvoir favoriser, en fait, l'exportation de ces produits-là, mais plutôt l'utilisation de ces produits-là par la population, parce que l'État étant conscient des souffrances, parce que sur le marché, on sait qu'il y a la tomate, c'est une culture saisonnière, mais l'État est dans la dynamique de pouvoir donner à la population les ressources locales dont elle a besoin pour que cessent les plaintes tous azimuts qu'on en a de l'argent, mais on ne trouve pas les produits sur le marché. Donc, l'autosuffisance alimentaire d'abord, et ensuite, si on en a, l'excédent peut être utilisé pour l'extérieur. Oui, mais il y a une chose que nous oublions. L'Indonésie, qui se trouve être le premier producteur de l'huile de palme, à un moment donné, s'est retrouvé en difficulté, mais après une politique nationale, un peu comme le gouvernement a fait, il dit, OK, nous n'en avons peut-être pas pour satisfaire déjà la demande sur place, mais nous allons quand même faire de sorte à ce que ceux qui en ont besoin en auront un tout petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, consommation locale, telle quantité, et puis
telle partie pour l'exportation. Parce que vous n'allez pas dire, comme je n'en ai pas suffisamment pour moi, je ne peux pas donner. Ça, c'est l'avarisme. Non. Et l'avarisme, tout en voulant tout gagner. Comme je ne suis pas totalement rassasié, alors je ne vais pas donner à mon second. Non. Quand il y en a juste un pour un, il y en a pour eux. Donc, il faut partager juste avec les autres. Mais la seule chose, c'est de ne pas fermer les yeux pour que les gens regardent juste le gain et envoyer tout et affamer la population. Ce qui fait que, même dans un passé, un peu comme ce que j'ai dit, le gouvernement aussi a pris une décision en temps pour dire, oui, il y a une telle partie qu'on peut... Il y a eu même des arrestations. Exactement. Donc, il y a une quantité qu'on peut exporter, mais il y a une quantité qui ne sera pas exportée. Et l'autre chose, c'est que, oui, le gouvernement ne peut pas subventionner tous les cultivateurs, tous les agriculteurs, et ne peut pas subventionner tous les produits. C'est vrai qu'il y a des produits, comme il l'a dit, mais le soja n'est pas seulement pour consommation locale, parce qu'il faut aussi envoyer. Moi, je dis, quand vous pensez à manger aussi, pensez à agrandir votre maison. Donc, du coup, je mange, mais je dois encore me développer. Donc, du coup, oui, on parle du manioc, on parle du riz, mais on parle aussi du soja. C'est sûr que à la fin, on aura une partie qu'on va consommer sur place, mais il y aura aussi une partie qu'on va envoyer à l'extérieur. Parce que, je l'ai toujours dit, et je le redis encore, vous ne pouvez pas tout produire chez vous. Vous ne pouvez pas tout faire vous seul. Et donc, vous avez besoin du voisin. Alors, si vous avez un peu, vous refusez de partager avec le voisin aussi aura un peu, mais va refuser de partager avec vous parce que la tomate vient quand même des fois du Burkina Faso. Du Sénégal. Burkina Faso aussi. Du Burkina Faso. Oui. Il y a du piment, un piment. Il est vrai qu'actuellement, nous en produisons un peu plus, mais avant, la tomate venait d'ailleurs. Le piment vert venait aussi d'ailleurs. Mais il y a aussi une période où il y a vraiment essai, il y a une quantité qui est passée de tomates qu'on laisse pourrir. Donc, et peut-être qu'au moment où nous en avons de trop ici, le Burkina en manque. Donc, il faut envoyer une partie au Burkina. Le rouge que nous produisons ici, on envoie au Nigeria. Donc, c'est sûr que nous-mêmes, nous allons au Nigeria pour chercher des choses pour amener ici. Mais la seule chose, c'est qu'il faut produire suffisamment. Et qu'on ait la possibilité de consommer suffisamment, mais d'envoyer aussi à l'extérieur. Mais si notre production ne nous suffit pas totalement, mais l'obligation d'aider le voisin fait que même si le Togo est en difficulté, on peut lui envoyer 100 kilos de riz pour dire consommer, même si on a juste 200 kilos, consommer. Parce que s'il souffre là-bas, nous aussi, ça tombe sur nous. Si le voisin souffre, c'est que vous n'êtes pas en sécurité. Un message d'un internaute qui dit « Bonsoir, le plateau pour le sujet agricole. Si le gouvernement pouvait encore relancer cette initiative d'appel à projet, cela nous fera vraiment plaisir. Et en effet, sans vous mentir, l'appel avait été lancé sans un tapage médiatique. Et bizarrement, c'est à une semaine de la fin que ça apparaît sur la toile des réseaux sociaux. Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait de la façon dont la communication de cet appel à projet a été gérée. Ça laisse à croire à la sincérité dans le choix des candidats sans haine ni rancune, c'est mon avis. Je vous remercie, c'est Robert Boakenou depuis Bazouba dans la commune de Ouida. Merci et je rappelle que vous pouvez envoyer vos opinions et vos avis via le numéro qui s'affiche à votre écran. Oui, Didier. Oui, je fais bien tout ce qui a été dit sur ce plateau, mais je mentionne toujours, et je précise d'ailleurs pour dire que le gouvernement fait des efforts, certes, mais il faut contrôler et maîtriser avec la bonne politique les producteurs. C'est l'unique gage pour moi pour pouvoir avoir la même mise sur les productions à l'interne. Parce que c'est vrai, Delphin l'a dit, Innocent également, toutes les productions, on réserve une part pour l'interne et une part pour l'exportation. Mais lorsque vous laissez des failles, c'est en ce moment que l'exportation arrive à prendre le dessus tout sur la réserve locale. Donc, pour que cela n'arrive pas, moi, je préconise ainsi au gouvernement, ou du moins au ministre de l'Agriculture, à travers le fonds qui est en train de mettre à disposition cette somme pour pouvoir accompagner ces projets-là. Pour dire que la diversification de la culture est un avantage pour le pays. Donc, si réellement ils veulent avoir la même mise, qu'ils encouragent, comme ils le font déjà, la diversification des cultures
et en même temps descendre de temps à autre pour voir la production. Est-ce que la production annoncée est effectivement la production qu'on a sur le terrain? Si oui, comment faire pour avoir une mainmise pour que cela ne sorte pas frauduleusement? Parce que je peux vous dire, comme je peux vous dire, je peux produire 16 tonnes et qu'en fin de compte, je produise 20 tonnes. Puisque je vous ai dit 16 à vous, les 4 autres, ça m'appartient. D'accord? Dans ces conditions, que doit faire l'État? Ou bien que le FND doit pouvoir discuter dans ces conditions pour que les 4 tonnes supplémentaires puissent également être dans le compte de l'État et trouver la bonne politique pour pouvoir convaincre l'agriculteur. Ce faisant, c'est le pays qui va s'en sortir gagnant. Oui, moi je pense qu'il ne revient pas forcément à FND. C'est vrai que FNDA, c'est un projet, c'est un fonds qui est géré par le ministère de l'Agriculture et aussi de l'élevage, je pense, et de la pêche aussi. Ouais. Donc, le ministère seul ne peut pas contrôler tout ça là. Il y a aussi d'autres ministères. Il y a le ministère du Commerce, il y a aussi la douane. Tous ces corporations-là interviennent directement dans le circuit. Maintenant, par rapport à la préoccupation de l'intervenant, par rapport à son message, je pense qu'il a raison. Il a raison d'une manière ou d'une autre, mais je veux quand même qu'il sache que les informations sont disponibles. Il faut forcément aller à la recherche. Il y a le FNDA a un siège. Il y a aussi un site pour le FNDA, il y a aussi un site pour le ministère. C'est vrai que certaines informations ne fuitent pas trop aussi. Donc, il faut toujours aussi avoir des attaches, des points. Il y a aussi peut-être une liste des entreprises là ou des producteurs qui sont concernés forcément. Donc, il y a peut-être une cible. Et pour le moment, on n'a pas encore élargi le circuit pour que tout le monde... Il parle de rétention de l'information, ça veut dire qu'il n'était pas informé. Et s'il n'était pas informé, peut-être qu'il n'est pas le seul et que plusieurs d'autres sont ainsi. Pourquoi n'appelle pas à la communication pour ce genre de il n'y a pas en fait rétention d'informations. S'il y a rétention d'informations, ceux qui se sont mobilisés pour aller le faire seraient certainement dans la même situation. L'information est disponible, mais il faut aller vers l'information. C'est vrai qu'il y a un circuit que l'information doit pouvoir emprunter et je comprends toute sa préoccupation qui voudrait que le FNDA puisse publier réellement sur tous les fonds mais quand vous n'avez pas aussi l'information, il faut aller vers l'information et les canaux digitaux existent pour s'informer forcément. Donc, je pense que pour le prochain volet, et le volet communicationnel sera pris en compte pour que tous les acteurs impliqués dans la production agricole puissent être concernés et que le marché, ou bien, je pense qu'il a parlé de offres, de projets, avec la demande que tout le monde puisse s'intéresser, et là, cela va dans l'intérêt supérieur de toute la population. Oui, Delphin, pour finir. Oui, pour finir, moi, je veux réagir sur le message de l'internaute. Il faut remarquer deux choses. Vous savez, je l'ai toujours dit, le mal va plus vite que le bien. L'affaire de FNDA, ce n'est pas maintenant on a commencé par parler. Il y avait même des spots publicitaires qui passent à la télévision, sur les radios. Donc, même sur télé. Depuis des années, depuis des années, on parle déjà de FNDA. Donc, du coup, ce n'est pas un truc nouveau. Mais c'est quoi? C'est simplement parce que quand c'était venu, peut-être que certains n'avaient pas d'importance à ça, et que c'est peut-être aujourd'hui qu'on a compris que oui, que ça a donné quelque chose, que sinon cette information, mais l'information ne peut pas passer de maison en maison pour informer les gens. Donc du coup, quelque chose qui se fait chez vous, et moi je vous dis, ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture et ceux qui veulent embrasser ce domaine savent par où passer pour avoir ces informations. Parce que si vous êtes à la recherche de quelque chose, la chose même vous recherche. Si vous êtes à la recherche de quelque chose, la chose même vous recherche. Ça veut dire que si vous êtes déjà sur ce chemin, c'est sûr que vous allez déjà entendre, si c'est FNDA, je pense qu'il y avait eu suffisamment de communication autour de ça. Communication à la radio, communication par le net, puisque plusieurs fois, moi, j'ai eu ces genres de messages sur les forats, dans les trucs. Donc, du coup, si celui qui l'a dit, oui, peut-être qu'il n'était peut-être pas au pays, ou qu'il avait même vu passer, mais qu'il n'avait pas d'importance à ça. Mais s'il est sur la ligne, dans le domaine de l'agriculture,
il n'a qu'à chercher FNDA pour aller et il aura toutes les informations. Parce que l'information ne viendra pas le chercher à la maison. Mais aujourd'hui, l'information nous cherche même sous les toilettes parce que vous êtes aux toilettes, votre téléphone sonne et que vous avez tout. Donc l'information, avant on allait à la recherche de l'information, mais aujourd'hui, c'est là, c'est l'information qui nous cherche. Donc l'information court les rues pour nous chercher. Donc du coup, ce serait tellement trop facile d'étiqueter, de dire que ça fait chasse gardée de certaines personnes et que sinon, parce que ça a été communiqué. C'est vrai que le nombre de projets, parce qu'on a pris 37, mais c'est sur 600 ou bien 6000 et quelques projets qu'on a pu sélectionner ça. On a dit, il y a une présélection de 100 et après 37. Voilà. Et puis il y a encore 42 qui attendent que d'ici là, qu'on va. Donc du coup, si ceux-là ont été informés, c'est qu'ils sont sur la ligne, ils sont à la recherche de l'information les a retrouvés. FNDA, ça c'est connu depuis que FNDA accompagne les gens pour l'agriculture. Donc s'il est dans le domaine agricole, il doit pouvoir savoir. Mais si c'est aujourd'hui qu'il veut embrasser ça, alors il n'a qu'à savoir que FNDA. Donc il a l'information maintenant, tout au moins par le canal de ça se discute. Il a l'information, et c'est possible. Donc il n'a qu'à aller vers FNDA pour vite le faire et de nous revenir pour dire il a déposé son projet, ça a été accepté et que c'est que ça. Mais l'autre chose est qu'il ne faut pas penser, il y a toujours quelque chose que nous oublions. Même l'Éternel a dit, amenez ça aux genoux, je vais vous aider à porter ça sur la tête. Mais si vous n'avez déjà rien, les banques où personne n'est fier d'aider si c'est du néant. Parce que quitter le néant pour l'aide, c'est difficile. Donc même si vous allez à la banque, on va vous demander un minimum de garantie. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà? Si vous avez déjà fait un peu, on dit, ok, on va regarder ce que vous avez fait pour vous accompagner. Donc si c'est qu'on veut partir du néant, c'est toujours difficile. Pour y arriver. Merci pour vos analyses sur ce sujet-là. Nous passons sans transition au second sujet. Il s'agit de la pré-rentrée. Ce lundi 12 septembre, c'est la pré-rentrée au Bénin. Les écoles ont rouvert et c'est la période de toilettage. Nous allons suivre cet élément de la rédaction et revenir en plateau. Il faut préparer tous les matériels, tout ce qu'il faut pour que la rentrée démarre en bonne et due forme. C'est à cet exercice que s'adonnent enseignants, directeurs, promoteurs d'établissements en mettant tout en œuvre pour une reprise des classes réussies et effectives. La pré-rentrée est si importante, d'autant plus que s'il n'y avait pas la pré-rentrée et que l'année va commencer subitement par la rentrée proprement dite, c'est-à-dire il y aura des ratés. C'est une période où les enfants, les élèves se préparent, ranger l'école, s'apprêter. On vérifie également les fournitures scolaires. Chez les enseignants, d'abord, il faut s'apprêter. Il y a le tableau d'affichage qu'il faut mettre à jour. Il y a le cahier journal, la préparation de la classe, du tableau. Et c'est ça qui nous permet à nous autres enseignants d'être prêts. L'élève même peut se mettre en contact avec ses camarades de classe et ceux avec qui il veut fréquenter et même avec l'enseignant ou bien l'enseignant qui veut et rester avec lui. Pendant que certains apprenants profitent de la période pour s'informer, d'autres n'y trouvent pas grande importance. Quand on vient à la pré-rentrée, on ramasse notre table, et puis on est sur la classe, on balaie dans l'établissement et puis on commence par chercher des professeurs pour les programmes d'abord et puis quand la rentrée commence, les professeurs viennent et puis on commence le cours. Je ne vais pas à la pré-rentrée. Si je viens, c'est peut-être pour voir l'emploi du temps de l'année. Je préfère venir le vrai jour de la rentrée. À la pré-rentrée, si j'y viens souvent, c'est pour prendre l'emploi du temps, ou voilà, où on m'a classé, c'est tout. Jocelyne, venue remplir les formalités pour la reprise des classes de sa fille, s'intéresse plus à la rentrée qu'à la pré-rentrée. Je prépare beaucoup plus la rentrée en fait, parce qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a pas des cours qui sont donnés aux élèves, mais c'est quand même une période où il faut déjà en tant que parent se préparer de façon logistique par rapport à la rentrée. Et puis ça permet également aux élèves de façon psychologique d'être déjà dans le bain avant la rentrée proprement dite. Toutefois, il est important d'établir une différence entre pré-rentrée et la rentrée. La différence qu'il y a entre le premier jour de la rentrée et la pré-rentrée est qu'au cours de la pré-rentrée, il n'y a rien qu'on écrit au tableau. On ne fait pas les cours. C'est juste la vérification, la préparation. Mais
le premier jour de la rentrée, l'enseignant démarre son cours. Il est bien vrai que la pré-rentrée est facultative pour les apprenants, mais il faut retenir que cette période n'est pas inutile pour une bonne rentrée scolaire. Merci à Modeste Dossou-Togbe pour ce reportage-là. Innocents, parents ou enseignants ou élèves, vous avez déjà vécu plusieurs fois déjà la pré-rentrée. Est-ce que c'est utile? Ah non, mais elle est très très utile, hein, parce que c'est cette semaine-là, avant la rentrée, qui prépare psychologiquement et parents et les apprenants, et pourquoi pas aussi les autres acteurs du système éducatif à l'événement, c'est-à-dire la reprise, la rentrée des classes. Donc c'est une semaine qui est surtout consacrée au nettoyage, à la mise à jour d'un certain nombre d'informations. Les censeurs viennent juste pour, je peux dire, faire le upgrade, quoi, la mise à jour de leur tableau synoptique. Et des contacts sont noués, les parents arrivent surtout pour l'inscription parce que c'est aussi une phase très très importante dans la pré-rentrée. Les départs et les arrivées sont gérés, mais aujourd'hui avec l'avènement de la rupture, il y a une plateforme qui existe, EducMaster, qui renseigne beaucoup plus. C'est vrai que le transfert physique est beaucoup plus réduit aujourd'hui et avec cette dématérialisation-là que EducMaster nous apporte, cela rend beaucoup plus service et ça permet de contrôler surtout le mouvement des élèves sur le terrain scolaire. Donc, elle est très, très utile, elle est indispensable parce qu'il y a dans l'élément là, un parent d'élève qui disait que bon, ce qui l'intéresse, c'est la reprise, c'est le jour de la rentrée et que la pré-rentrée ne l'intéresse pas parce que les cours ne se déroulent pas. Non, psychologiquement, ça prépare les apprenants, ça prépare tous les acteurs du système à la rentrée et donc les préparatifs vont bon train. Les gens savent désormais qu'il y a une situation qui va se produire d'une manière ou d'une autre et les gens s'apprêtent réellement pour pouvoir réussir. Donc cette pré-rentrée n'existait pas. Il faut absolument la créer pour que le calendrier scolaire puisse être véritablement optimal. Donc je pense que à travers l'élément que nous avons suivi, les élèves aussi l'ont dit, hein, toute la mobilisation que cela demande, toute la mobilisation que cela exige, c'est tout à fait bien en fait. Oui, je crois que la pré-rentrée a toute son importance, hein, non seulement pour le corps enseignant, les administratifs, les élèves, mais également pour les parents. Les parents, en ce sens que Innocent l'a dit tout à l'heure, la pré-rentrée est préparatoire donc, à la semaine de rentrée. Je ne dirais pas forcément le jour de la rentrée. Parce que vous savez très bien, par le passé, moi, mes parents, lorsqu'on entame ainsi la semaine de la pré-rentrée, c'est qu'on nous met dans les conditions pour pouvoir affronter la rentrée scolaire. De telle enseigne que les réveils désormais ne sont plus ce qui est ce qu'on a connu en vacances. La grasse matinée. Voilà, où j'avais la possibilité de dormir peut-être jusqu'à 9h, 10h avant de me réveiller. Non, la semaine de pré-rentrée en même temps à 6h30, 5h30 pour certains, tout le monde est en éveil. On nous met dans les conditions pour pouvoir nous prendre ce pli-là, cette habitude avant même la rentrée pour que cela ne soit pas trop difficile pour nous. Donc c'est en ce sens que moi je trouve quand même important la pré-rentrée. L'autre chose également, la gestion des transferts, la gestion des nouveaux écoliers ou les nouveaux collégiens, surtout pour ceux qui concernent le collège, les enfants qui passent du CM2 à la 6e, la gestion, vous savez, c'est un flux énorme qui quitte et il faut gérer tout ça là. On ne peut pas prendre le jour de la rentrée ou peut-être même la semaine pour pouvoir gérer tout ça là. Donc, il y a certains parents qui, ne sachant pertinemment qu'ils ne peuvent pas disposer du temps à la rentrée ou ils ne veulent pas beaucoup se traîner, se mettre en file de longue attente, ils décident ainsi
de profiter de ce carnaval-là pour pouvoir finir rapidement tout ce qu'il y a comme dossier à fournir à leurs enfants et ils sont prêts avant même la rentrée. Cela leur donne plus de possibilités de se reposer et par la suite, ça permet aussi à l'enfant de rentrer, hein, c'est-à-dire d'être imprégné un peu à la nouvelle atmosphère qui est en train de prendre. Donc, de façon globale, je pense que ça a tout son sens comme l'élément aussi l'a démontré. Oui, Delphine. Si ça a tout son sens, c'est ça? Oui, si ça a tout son Ah sens. ouais, ils l'ont dit à suffisance, ça a plus que son sens, parce que ça, c'est la période de préparation. C'est qu'il faut réveiller les gens, il faut leur dire, oui, vous avez eu 3 mois pour dormir, maintenant commencez par... Et le corps humain, quand vous le réveillez comme ça, c'est ce qui fait qu'il y a des AVC à des fois. Donc il faut s'adapter, il faut prendre le rythme tout doucement, progressivement, parce qu'un véhicule, vous n'allez pas démarrer et puis sauter en même temps. Donc vous démarrez et puis vous prenez un temps avant de démarrer. Mais ce que moi je voulais dire par rapport à la pré-rentrée, ça c'est la période où les parents parlent seuls dans la c'est la période où on entend beaucoup plus les syndicalistes revendiquer et demander tout. Mais nous sommes en train de constater que oui, malgré qu'on a encadré les droits de grève, ce n'est pas seulement ça, mais on a pris le temps quand même d'échanger, d'organiser les choses, de sorte que depuis déjà juillet, on a déjà fait les affectations, donc ça veut dire que la pré-rentrée a commencé même déjà. Le calendrier est d'ailleurs sorti. Et donc du coup, tout va tout doucement, ce qui fait que bon, ok, la pré-rentrée c'est même aujourd'hui, donc du coup on est en train de dire aux vacanciers, descendez, réveillez-vous parce que ça veut commencer. Et comme ils l'ont dit, il y a les transferts qu'il faut ajuster parce que normalement, quand on dit la rentrée commence le 19, c'est que le 19, on doit pouvoir commencer par donner les cours. Ça veut dire que ce n'est pas le 19 que les gens vont commencer par s'organiser. Donc on vous donne le temps de vous organiser maintenant parce qu'avant d'aller à table, il faut passer par la cuisine. Donc c'est la période de cuisine, de cuisiner. Donc vous finissez de cuisiner, vous irez à table. Donc à partir du 19, on doit commencer par écrire dans les cahiers. Ce qui fait qu'on a une semaine pour se préparer. C'est vrai qu'on ne peut pas totalement finir de se préparer parce qu'il y aura des aléas, il y aura des défections, il y aura donc du coup, mais on aura quand même une semaine pour éliminer le massif, histoire de pouvoir être sûr de commencer le 19. Et c'est la période, nous sommes en pleine période ovulatoire, donc c'est le moment quand même de la danse, de la danse des gamètes, un peu comme ce qu'on assiste, ce qu'on observe au niveau des politiciens. Les jeux de démission, d'adhésion, parce que les élections sont proches, donc on est en pleine période ovulatoire, donc les gamètes doivent danser, donc c'est normal, puisque c'est le moment, vous allez voir, les parents iront vers les établissements pour prendre la liste des fournitures, histoire de se dire que je vais payer ci, je vais payer ça, ou il faut ci, il faut ça. Donc, négociations également. C'est ça, donc c'est le moment. Ceux qui ont de l'argent vont payer peut-être déjà la première tranche maintenant pour aller se reposer, et ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est comment commencer pour négocier et que si et que ça donc, marche. C'est ça. Nous allons faire rapidement un tour de table sur un message à l'endroit des parents, des enseignants et des enfants. Pour boucler cette émission, on commence par Innocent. Oui, en fait, je voudrais rebondir sur ce que Delphine avait dit avec l'organisation en place. C'est vrai que l'État met les moyens en œuvre, mais il y a des banques qui ne font pas les virements à temps parce que pour que la rentrée soit une réalité, il faut au moins que les poches aussi soient remplies. Maintenant, il y a aussi d'autres catégories d'enseignants qui croupissent encore dans une certaine incertitude où c'est vrai qu'il y a avant sur salaire qui est proposé, ils attendent les AME qui attendent aussi forcément ça pour pouvoir commencer la rentrée. Les parents d'élèves avec... Absolument, ça viendra, mais attention, il y a les banques aussi qui tergiversent un peu à ne pas être dans le timing du gouvernement. Donc les banques, un message à votre endroit. Oui, absolument. D'accord, et le message à l'endroit des parents pour le Oui, surtout encadrer les enfants, parce qu'à la veille de la rentrée, il faut véritablement que les parents puissent assumer leurs responsabilités. Longtemps, les taxes de démissionnaires, parce qu'ils abandonnent un peu les enfants. Maintenant, il faut qu'ils tiennent un discours. Les vacances sont terminées, le travail a commencé. Vous mettez-vous dans cet état d'esprit et qu'à la fin des 9 mois, nous puissions avoir un résultat satisfaisant.
Didi? Oui, je crois qu'il faut remettre les télécommandes aux parents désormais. Il faut débrancher les décodeurs. Il faut s'asseoir un peu. Oui, il faut le dire ainsi parce que, qu'on le veuille ou pas, lorsque les parents sont présents, les enfants peuvent suivre la télé, mais lorsque les parents sont absents, les enfants passent le clair de leur journée à suivre la télévision. Cela ne leur donne pas la concentration nécessaire. L'autre chose également, c'est de demander désormais à ce qu'il y ait une assise en famille pour qu'on puisse discuter. Qu'on montre aux enfants que la longue période désormais est terminée. Je me rappelle encore de cette poésie, la rentrée. Donc pendant 2 lignes tout entière, la petite école, tout ce que vous savez déjà. Cette fois-ci, l'école s'éveille. Donc il faut prendre les dispositions. Discuter aux enfants, leur montrer désormais que le travail va reprendre et va reprendre de la plus belle des manières. Aux enseignants, je leur souhaite bonne rentrée et je leur dis en même temps de faire toujours ce qu'ils savent faire. Oui, Delphine, pour finir. Passation de service, passation de charge ou transfert de compétences. Comme il a dit, oui, c'est vrai, c'est le moment quand même de dire, oui, c'est fini les dessins animés, c'est fini la télévision, c'est fini... On a trop fait. Non, on va juste diminuer, pas c'est fini. Non, diminuer, oui, mais s'il faut vraiment couper, puis que l'enfant se concentre. Il est vrai qu'il y a des dessins animés éducatifs, il y a des dessins animés éducatifs, il y a des chaînes éducatives, il y a des chaînes qui sont sur nos bouquets qui sont éducatifs, oui, mais s'il faut vraiment, en tout cas, c'est le moment quand même de faire passation de télécommande. De télécommande. Donc, on doit pouvoir savoir ce qu'il faut regarder, à quel moment il faut regarder. Donc, le laisser aller, stop à ça. Et donc, du coup, il faut se concentrer sur les études. Et puis après, les vacances viendront d'ici à là. 9 mois, ce n'est pas beaucoup. Puis, on peut encore continuer à s'amuser. Mais les parents, il faut les encourager, il faut les dire, oui, réfléchissez à la rentrée, mais dès que vous entrez en circulation, oubliez d'abord la rentrée. Et dès que vous quittez la circulation, vous allez commencer par penser encore à la rentrée, parce que ça, c'est un truc quotidien. Donc, du coup, ne perdez pas la tête dans la circulation pour la rentrée. Merci à vous. Nous allons terminer par ce message d'un internaute. Bonjour le plateau. Chaque acteur doit à son niveau jouer sa partition, que la chaîne de la synergie d'action ne soit pas interrompue, ni connaître à de failles. Vivement que le gouvernement fasse diligence pour les zones inondées pour une rentrée effective. Les parents doivent prendre leurs responsabilités dès maintenant, surtout pour les enfants en classe d'examen. C'est toujours Robert Boakenou depuis Ouida. Merci à vous pour votre contribution à cette émission. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Ça se discute. Nous avons parlé de la pré-rentrée. Nous avons aussi abordé cette subvention du Fonds national de développement agricole. J'ai été avec Delphine Ganganan, analyste politique. Merci beaucoup. Innocent Godonou, journaliste, et puis Didier Renou, journaliste. Merci. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Ce n'est pas fini. La chronique politique vient après. Ça se discute.